Bonjour, très heureux de vous retrouver donc pour la poursuite de la découverte du système de transmission. On va aujourd'hui rentrer un petit peu plus dans l'étude fonctionnelle, à quoi ça sert, pourquoi, quel est son rôle. On va également comprendre la raison, d'aborder également ce qu'est une chaîne cinématique des flux et de découvrir les systèmes qui la composent. On terminera le cours par l'étude d'un rapport, comment on calcule un rapport de démultiplication, et donc on verra quel usage on peut faire de ce rapport de démultiplication. Vous aurez un exercice à réaliser et à me renvoyer. Alors, la première question qu'on doit se poser, c'est si on reliait notre moteur à la roue arrière, est-ce que le moteur fournirait suffisamment d'énergie mécanique, donc de couple plus particulièrement, afin de pouvoir faire avancer le véhicule. Alors on a vu la semaine dernière que le véhicule avait des forces qui l'empêchaient d'avancer, le poids, la résistance au roulement, la résistance au frottement, la résistance de l'air. Et de là, on va imaginer que au sortir du vilebrequin, on met une roue et on regarde ce que ça donne. Alors, si je prends une moto avec son pilote, ça fait à peu près 2600 newtons l'ensemble, donc on va regarder la force qui est nécessaire pour mettre en mouvement une moto qui fait donc 2600 newtons. Alors, on a des caractéristiques qui nous sont données d'une moto. Alors là, on a une moto qui a un couple de 140 Nm à 7000 tours minute. Elle a un régime maximal de 13 500 tours minute. Elle a un diamètre de roue de 0,6 mètres et elle a un coefficient d'adhérence qui est de 0,6. Voilà, tout cela va nous permettre de déterminer la force qu'il faut appliquer au sol pour pouvoir mettre en mouvement le véhicule. Alors, premièrement, on va calculer donc la force motrice nécessaire donc à mettre la moto en mouvement. Pour cela, la force motrice va égaler le poids multiplié par le coefficient, donc 0,6, ce qui va nous donner une force nécessaire minimale pour mettre en mouvement le véhicule qui est de 1560 newtons. Maintenant, on va regarder quelle est la force maximale que peut produire le moteur. Alors, la force maximale qu'il va pouvoir produire, c'est au moment du couple maxi. C'est ce couple maxi qu'on va décliner ensuite en force. Alors pour cela, puisqu'on est relié directement, l'axe de roue est directement relié au vilebrequin, puisque le vilebrequin devient axe de roue, eh bien on va voir que la force faite par le moteur, la force motrice moteur, ça va être le couple moteur divisé par le rayon de la roue, et donc ça va nous donner 140 divisé par 0,3, 467 newtons. On voit bien là que le moteur à lui seul ne peut pas fournir le couple nécessaire pour mettre en mouvement le véhicule. C'est donc impossible dans ce cas-là et il va falloir qu'on trouve une solution pour améliorer, augmenter le couple moteur. On va regarder maintenant à quelle vitesse roulerait notre moto si on était toujours dans le cas où notre roue arrière est reliée au vilebrequin directement, dont l'axe de roue devient vilebrequin. Alors, on va calculer la circonférence d'une roue, c'est-à-dire quelle est la distance de mon axe de roue quand ma roue fait un tour complet, c'est la circonférence, on appelle ça également le développé de la roue. Pour cela, c'est une formule de mathématiques, pi d, et donc on a 0,6 que multiplie 3,14, et donc ça fait 1,884 m. Donc ça veut dire que notre axe, va se déplacer de quasiment 2 mètres sur un tour de roue. À partir de là, je vais regarder en fonction du régime de ma roue arrière, 13 500, puisque c'est la même que le régime moteur, puisque la roue arrière est reliée au moteur, ce que ça va nous donner en vitesse de déplacement. Donc on va multiplier par 13 500, ça va nous donner des mètres par minute, on va le convertir en kilomètres par heure, et donc si je reliais ma roue arrière sur l'axe de vilebrequin, la moto avancerait à 1526 km/h. C'est une vitesse qui est bien sûr inatteignable pour une moto. C'est donc impossible, puisque la vitesse maximale d'une moto à l'heure actuelle est de 605 km/h en 2016. Vous voyez que là, c'est plus du double de la vitesse qu'une moto a déjà réalisée sur Terre. Ce qui veut dire que donc, il va nous falloir trouver un système qui nous permette d'augmenter le couple, puisqu'on voit bien que le couple fourni par le moteur n'est pas suffisant. Il va falloir en même temps qu'on trouve un système qui nous réduise la vitesse de rotation de la roue arrière. Donc, en même temps, on va regarder dans quelles sont les conditions d'utilisation d'une moto et
quelles seraient les conséquences d'avoir une roue directement liée au vilebrequin? Si je démarre mon moteur, que va faire ma roue? Immédiatement, la roue va se mettre à tourner. Et si on se met à tourner, la moto va partir d'elle-même. Et ça, on va éviter. Par contre, j'ai réussi quand même à faire mon histoire, à démarrer, à partir, et puis j'arrive à un stop. Je veux m'arrêter au stop ou à un feu rouge. Et comme la roue arrière est liée au moteur, si j'arrête la roue arrière, j'arrête le moteur. Et donc ça, ce n'est pas possible non plus. Après, on a des démarrages en douceur. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est quand on s'en va, qu'on fait démarrer le véhicule, qu'on le met en mouvement, on veut le faire de façon douce, progressivement. On ne veut pas que ça soit du on-off. Donc ça, à l'heure actuelle, si je mets ma roue directement liée à mon vilebrequin, ce n'est pas possible. Et après, il va falloir que je joue aussi, à un moment donné, quand je vais attaquer une côte, si je veux continuer à maintenir ma vitesse, et comme j'ai déjà vu que mon couple moteur était relativement faible, je risque d'avoir des problèmes de moteur qui s'effondre et donc de ne pas pouvoir grimper les côtes. Donc il va falloir que je trouve aussi un moyen de me permettre de garder une vitesse de déplacement constante, quelles que soient les côtes qui seront présentées à la moto. Donc tout ça, ça m'oblige donc à réfléchir, à trouver un système que je vais interposer entre le moteur, donc entre le vilebrequin et l'axe de roue, afin de pouvoir augmenter le couple moteur, réduire la vitesse de rotation, donc pour ne pas atteindre des vitesses de 1500 km/h, me permettre effectivement de pouvoir m'arrêter sans pour autant caler, démarrer un moteur sans pour autant mettre la moto en mouvement, et puis pouvoir aussi démarrer en douceur sans pour autant être on-off, je mets la 1 et puis je m'en vais. Donc ça c'est le système qu'on a trouvé, c'est le système de transmission qui va réaliser donc toutes ces contraintes qu'il nous faut combattre, eh bien c'est le système de transmission qui va réaliser. Alors pour cela, donc il a pour rôle de lier, donc c'est-à-dire de mettre en relation la roue arrière et le moteur, ou d'interrompre, c'est-à-dire donc de ne pas mettre en relation le moteur et la roue, de telle façon que la roue puisse tourner à sa vitesse et le moteur à la sienne, sans pour autant qu'il y ait une liaison immédiate entre les deux. Ensuite, il nous faut un système qui réduise le régime de la roue arrière, un système qui nous permette d'adapter le couple moteur, donc augmenter en règle générale, en fonction des couples résistants, donc de ceux qui s'opposent à l'avancement du véhicule. Il va falloir qu'on puisse faire un couple qui soit variable. Or, notre moteur, lui, il nous fournit un couple et le couple maxi n'est pas suffisant. Donc, il va falloir trouver un moyen qui amplifie notre couple moteur. Et en même temps, ce système, s'il peut nous permettre de pouvoir démarrer en douceur, eh bien c'est ce qu'on va demander au système de transmission. Voilà donc, après avoir regardé les contraintes qui nous étaient imposées du fait qu'on relie une roue directement au vilebrequin, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible, qu'il fallait adapter le couple et la vitesse de rotation en même temps que de pouvoir lier, interrompre, en même temps que de pouvoir démarrer en douceur. Eh bien, tout cela, c'est le système de transmission dans son ensemble qui réalise toutes ces contraintes, qui combat toutes ces contraintes. Alors, on va regarder un petit peu ce que c'est. On a le moteur qui est en rouge, donc c'est celui qui produit l'énergie mécanique. On va avoir en jaune, ça c'est une moto, on regarde un petit peu ce qu'il y a structurellement dans une moto. On va se rendre compte qu'il y a un embrayage, on va se rendre compte qu'il y a une boîte de vitesse, on va se rendre compte qu'il y a une transmission finale, avec généralement une chaîne, un pignon, une courroie, un arbre, voilà, tout ça peut faire le système de transmission finale. Et puis on a bien sûr la liaison impérative entre le moteur et notre système de transmission. Et pour cela, on va voir la transmission primaire, c'est-à-dire que donc sur le vilebrequin, on va avoir un élément qui va être en contact avec un élément du système de transmission. À l'occurrence, sur ce modèle-là, on va avoir un pignon sur le vilebrequin et on va avoir une couronne sur l'embrayage. Donc, quand vous démonterez un embrayage de moto, que vous verrez la cloche avec un engrenage dessus, la couronne de cet engrenage fait partie de la transmission primaire. Mais elle est raccordée de façon permanente à l'embrayage, donc à la cloche embrayage, comme le pignon d'entraînement primaire qui est monté sur le vilebrequin est relié au vilebrequin en permanence. Alors, on va regarder un petit peu le cheminement de la force entre le moment où je produis la force motrice qui est issue de la combustion. On va regarder un petit peu son cheminement, cette force. Alors, on a une force qui va s'exercer sur le piston, qui est le résultat donc de la
combustion des gaz qui fait une montée, une variation de pression au-dessus du piston qui a pour effet de pousser le piston. On l'a vu lors des prérequis, donc c'est P égale F sur S. Donc ça, c'est le résultat de cette force, va générer un couple sur le vilebrequin et c'est ce couple-là donc qui va être transmis via le pignon au système de transmission, le pignon de transmission primaire. Voilà, donc on va avoir la force qui va passer la transmission primaire et qui donc va mettre en rotation l'embrayage. C'est-à-dire que donc, dès que le moteur tourne, l'embrayage tourne. Alors après, de cet embrayage, on va transmettre la force ou pas, en fonction de la phase dans laquelle on va se trouver. On va la transmettre ou pas à l'arbre primaire de boîte, puisque la boîte de vitesse, quand on l'étudiera, vous le verrez, il y a deux arbres. L'arbre primaire, celui qui est relié à l'embrayage, et donc qui est côté moteur, on va dire, et puis l'arbre secondaire qui, lui, est relié au pignon de sortie de boîte, donc à la roue. Donc on a un arbre qui est relié à la roue et un arbre qui est relié au moteur. Comme dans l'embrayage, on a une partie qui est liée au moteur, la cloche, et l'autre partie qui est liée à l'arbre de boîte. Donc la force va passer à la boîte de vitesse. De la boîte de vitesse, elle va être transmise à la transmission secondaire. Donc on va pouvoir faire, à partir de là, faire tourner la roue, puisque la transmission secondaire est liée en permanence avec la roue. Donc si le pignon de sortie de boîte tourne, la roue tourne. Voilà. C'est juste, je crois, oui, voilà, là ça fait le cheminement, comme ça vous voyez par où passe l'effort. Alors, cette chaîne des flux, elle peut vous être demandée dans un examen. Donc, on peut vous demander, voilà, vous avez tel système, faites-nous le cheminement des forces. C'est plutôt de la FS que de la techno, mais on peut vous le demander dans un sujet de techno, notamment dans l'épreuve écrite du baccalauréat. Alors, on va regarder maintenant ce qu'est une chaîne cinématique. Donc, on va mettre en place les éléments de la transmission, donc les sous-ensembles de la transmission, donc tous les éléments qui vont être posés entre le moteur et la roue. Alors, on a à la sortie du moteur la transmission primaire, qui elle est reliée à l'embrayage. On l'a vu, pignon, couronne, branché sur la cloche et l'autre branché sur le vilebrequin. Ensuite, la boîte de vitesse, l'embrayage est en lien avec la boîte de vitesse et notamment l'arbre primaire de boîte de vitesse. Et puis, la boîte de vitesse est en lien avec la transmission secondaire, donc par son arbre secondaire. Et la transmission secondaire est en lien avec la roue par sa couronne qui est fixée sur le moyeu de roue. Du moteur, il va sortir de l'énergie mécanique. Cette énergie mécanique, je vous le rappelle, c'est un mouvement de rotation, un régime donc, et on a un couple, une force qui fait tourner. Ne dites pas un prof d'AFS, mais voilà, le couple c'est la force qui fait tourner. Voilà. C'est un peu ça. Donc ce moteur va en produire une certaine quantité. On a vu que c'était insuffisant du côté du couple et c'était excessif du côté du régime, de la vitesse de rotation. Ça va rentrer dans la transmission primaire. Et quand ça va sortir de la transmission primaire, eh bien on va se rendre compte qu'on aura modifié cette énergie, c'est-à-dire on aura modifié la valeur du couple par rapport au couple moteur, on l'aura augmenté et on va se rendre compte qu'on a également réduit la vitesse de rotation. C'est-à-dire que donc au sortir de la transmission primaire, eh bien on aura plus de force que ce que le moteur produit et on aura moins de régime que ce que le moteur produit également. Donc il va y avoir une modification. Quand on va rentrer dans l'embrayage, eh c'est simple, l'embrayage lui va donner entre 0 et 100% de l'énergie mécanique de la transmission primaire. Soit il fait tout passer, 100%, soit il fait rien passer, donc ça c'est une phase débrayée, il fait rien passer, auquel cas il y a 0%, et puis entre les deux, ça va être ce qu'on appelle la phase de progressivité, c'est celle qui va permettre le démarrage en douceur du véhicule. On va passer de 0% de transmission d'énergie à 100% de la transmission d'énergie. Donc l'énergie de la transmission primaire, donc l'énergie mécanique, transmission primaire, couple et régime transmission primaire vont être transmis à l'arbre primaire de boîte qui, lui, par ses rapports étagés, va pouvoir modifier encore une fois. Donc c'est le deuxième étage de modification. Premier étage, transmission primaire. Deuxième étage de modification, ça va être dans le rapport de boîte, auquel cas va sortir de la boîte un nouveau régime et une nouvelle force. C'est-à-dire que le régime sera plus faible que celui qui était en sortie de transmission primaire et le couple sera plus fort que celui qui sortait de la transmission primaire. On a encore donc une nouvelle amplification, on appelle ça donc un deuxième étage de réduction. Et puis de la transmission de la boîte de vitesse, on va passer à la transmission secondaire qui, là aussi,
de façon permanente, eh bien, va réduire le régime de roue arrière afin de donner à la roue arrière un régime de rotation maximale qui soit admissible, qui nous permette d'atteindre une vitesse qu'un véhicule peut atteindre, en même temps que de fournir à l'axe de roue un couple qui générera une force au sol suffisante pour mettre le véhicule en mouvement. Donc, si on prend en termes de régime et de couple ce que l'on produisait au moteur et ce que maintenant on a sur la roue arrière, on se rend compte qu'à la roue arrière, à l'axe de roue arrière, le couple est beaucoup plus important que celui qui est à l'axe du vilebrequin. Et par contre, au niveau du régime de rotation, eh bien, l'axe de roue arrière tourne beaucoup moins vite que le vilebrequin. On va regarder maintenant ce qui se passe dans un scooter au niveau structurel et qu'est-ce qu'on va retrouver dans un scooter, quelles sont les différences entre une transmission de moto et une transmission de scooter. On va avoir bien sûr la roue et le vilebrequin, ça c'est toujours pareil, il faut toujours ça. Hein. Donc la production d'énergie, c'est le moteur et on la récupère au niveau du vilebrequin. Et du vilebrequin, on va sortir du vilebrequin, on va passer par le système de variateur, hein, donc c'est un système qui est un petit peu comme une boîte de vitesse, mais c'est beaucoup plus souple, hein, donc on va changer de rapport, hein, mais c'est des rapports de diamètre qui vont s'opérer. De la sortie du variateur, on va aller dans un embrayage qui lui sera centrifuge, donc il sera piloté par le régime de l'arbre secondaire ou de la poulie secondaire du variateur, et cet embrayage donc va engrainer une boîte relais derrière, et cette boîte relais donc va transmettre le mouvement et la force qui est partie du vilebrequin, qui est arrivée jusqu'à la roue arrière. Elle aura été amplifiée, la force aura été, le couple aura été intensifié dans le variateur. Il aura également été amplifié dans la boîte relais, puisque ce sont des engrenages. Et puis, la vitesse de rotation du moteur sera réduite pour permettre à l'axe de roue arrière de tourner à un régime qui permette d'atteindre une vitesse qui soit acceptable par le véhicule. Voilà, donc on a du côté d'une moto un embrayage, une transmission primaire, une boîte de vitesse et une transmission finale. Sur un scooter, eh bien, on a uniquement un variateur de vitesse, un embrayage et une boîte relais ou transmission secondaire. Certains scooters, comme par exemple les T-Max, ont derrière chaîne ou courroie, suivant le modèle. Voilà, tout ça, ça fait notre système de transmission. Alors, on va regarder la chaîne cinématique maintenant d'une transmission de scooter. Donc, du moteur, on rentre dans le variateur. Du variateur, on rentre dans l'embrayage. De l'embrayage, on va dans la boîte relais ou la transmission secondaire. Et ensuite, de là, on va directement à l'axe de roue. Toujours pareil, du moteur, il sort de l'énergie mécanique X. Donc, c'est toujours pareil. C'est un régime moteur et un couple. Ce variateur va modifier tout cela en fonction des rapports de diamètre. On va avoir un couple qui sera bien sûr plus important que celui du moteur et un régime qui sera moins important, mais ça va varier en fonction de l'écartement des poulies de notre variateur, mais ça on le verra quand on étudiera le variateur. Donc on a cette énergie mécanique au moteur qui va être modifiée, on va l'appeler maintenant énergie mécanique variateur. Elle va rentrer dans l'embrayage. L'embrayage, comme sur une moto, il va donner entre 0 et 100%, hein, toujours pareil. Et puis ça va rentrer dans la boîte relais et de façon constante, on va avoir le régime qui va être réduit et le couple qui va être augmenté de façon constante puisqu'on ne va pas pouvoir faire varier les pignons à l'intérieur de la boîte relais. Voilà. Donc, fonction principale d'une transmission, donc c'est d'adapter, transmettre ou pas l'énergie mécanique moteur à la roue arrière au gré du pilote. C'est-à-dire que c'est toujours le pilote qui décide. Même dans une transmission automatique, c'est le pilote qui demande l'augmentation de couple ou la réduction de vitesse ou le contraire. Hein, c'est lui qui va le demander sur un scooter au travers de la poignée des gaz. Et puis sur un système moto, ça va être au travers d'un sélecteur, d'un embrayage et aussi de la poignée des gaz évidemment. Donc j'ai mon système de transmission. À l'intérieur, il va rentrer de l'énergie mécanique qui vient du moteur, donc sortie vilebrequin. On va sortir de notre système de transmission une nouvelle énergie mécanique qui, là, sera adaptée en fonction donc des couples résistants et de ce que l'on veut, soit être à l'arrêt, soit au contraire accélérer.
On va avoir également besoin d'énergie auxiliaire pour faire fonctionner notre système de transmission. Dans notre cas, ça sera de l'énergie musculaire si on a un embrayage mécanique ou de l'énergie cinétique si on a un embrayage centrifuge. Bien sûr, c'est le conducteur qui va agir sur la transformation énergétique. C'est-à-dire, on va rentrer avec un couple de 10, par exemple, on va sortir avec un couple de 100, c'est n'importe quoi. Et donc ça va être en fonction de ce que le conducteur va demander et de la configuration, de l'étagement de la boîte de vitesse, donc qui va également modifier, si on veut de 10 à 100, peut-être qu'on va faire de 10 à 30, ou de 10 à 100, puis de 10 à 80, et ainsi de suite, on va. Ce qui va nous permettre de pouvoir aller plus vite également. Alors il va y avoir des déchets, évidemment, qui vont sortir de notre système. Alors les déchets, c'est les huiles, les huiles, les petites particules, la chaleur, tout ça sont des déchets. On risque aussi de recueillir des infos de fonctionnement. Par exemple, on peut d'abord afficher au tableau de bord le rapport engagé, la vitesse de déplacement, des choses comme ça, qui vont donner des informations au pilote. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle en gros schématiquement une SADT. Donc avec une entrée principale, une sortie principale, une entrée annexe, c'est l'énergie auxiliaire, et puis l'action du conducteur, la configuration de la transmission, du système interne, tel que le constructeur l'a prévu, ou des fois il y a des réglages aussi qu'on peut exécuter, qu'on peut réaliser, et puis ensuite il va sortir de ce système des déchets et des informations. Et ça, vous verrez la construction de la SADT avec votre propre DFS. Alors, je reprends maintenant un petit peu les contraintes qui m'étaient imposées. Et donc, on va voir maintenant de mettre des fonctions annexes pour pouvoir combattre ces contraintes et les réduire à zéro. Donc, lier, interrompre. D'accord ? On veut que ça passe, on ne veut pas que ça passe. Assurer une transmission progressive. On ne veut pas que ça soit du on-off. On veut permettre d'adapter notre vitesse ou notre accélération en fonction des circonstances. Il nous faut absolument réduire en permanence la vitesse de rotation des roues, le régime de rotation des roues. Il faut que tout cela se fasse à la volonté exclusive du pilote. Ce n'est pas le système qui décide, c'est nous. Il faut limiter les pertes dues au frottement. On a vu que lors du cours des prérequis, la résistance au frottement était quelque chose qu'il fallait prendre en compte comme étant des pertes ou des forces qui s'opposent au déplacement du véhicule, donc il va falloir les réduire parce qu'une transmission comporte énormément de pièces en contact les unes avec les autres. Et puis il va falloir également que on puisse accepter des variations géométriques, c'est-à-dire que notre moteur, lui, il est sur le châssis. Donc il est fixe par rapport au châssis, il ne bouge pas. Par contre, notre axe de roue, il est monté sur une pièce qui s'appelle le bras oscillant. Et le bras oscillant, lui, il va avoir un mouvement de rotation autour du châssis. Ce qui veut dire que, et ça on le verra quand on fera la partie cycle, notre solide qui est la moto est en fait un solide déformable. Il va se déformer. Et il va falloir que notre transmission secondaire, notamment, prenne en compte cela et qu'elle accepte la déformation géométrique. Auquel cas, si elle ne l'acceptait pas, eh bien, on pourrait avoir un système de transmission qui fonctionne très mal. Alors, on va regarder maintenant les sous-systèmes, leurs fonctions propres. Donc, on a la fonction principale qui est ici, donc c'est adapter, transmettre, ainsi de suite. Il y a un système donc, qui va lier, interrompre progressivement, mais intégralement la transmission d'énergie, c'est le système d'embrayage. Alors là, c'est un système, une image d'un multidisque. Après, il faut pouvoir adapter le couple moteur au couple résistant. Donc ça va se faire par le système de boîte de vitesse. Voilà, c'est un double arbre à paire de pignons. Très bien. Après, on a le système de transmission primaire qui, lui, va réduire en permanence la vitesse de rotation, donc le régime de rotation, et augmenter en permanence le couple. Tout comme d'ailleurs le système de transmission finale qui a exactement la même fonction que la transmission primaire, c'est-à-dire qu'il va réduire en permanence
la vitesse de rotation et augmenter en permanence le couple moteur. La seule différence qu'on va avoir sur la transmission finale, c'est qu'elle est externe, donc elle va être exposée aux intempéries, donc elle va nécessiter quand même plus d'entretien que la transmission primaire. Et en même temps, eh bien, la transmission secondaire, on va pouvoir changer des éléments qui vont nous permettre à nous, les mécanos ou les pilotes, de pouvoir changer le rapport de démultiplication finale pour modifier un petit peu les performances de notre véhicule. Là, vous aurez en annexe qui va vous arriver dans le drive, pas mal de ressources vidéo donc, qui vont vous expliquer un petit peu comment marche un embrayage, une boîte de vitesse, un embrayage centrifuge, un embrayage monodisque, multidisque, enfin, ainsi de suite. Un petit tuto pour savoir comment on change des disques d'embrayage. Enfin, voilà, ça c'est de l'information, c'est de la ressource qui va vous permettre un petit peu de mieux comprendre les systèmes, parce que quand on les abordera en atelier, eh bien au moins vous aurez déjà vu physiquement à quoi ressemblaient les choses. Alors, ça c'est la fin de cette partie-là, donc je vous rappelle que vous devez mettre votre cours à jour, donc cette vidéo est faite pour ça. Maintenant on va regarder l'objectif qu'on avait qui était d'augmenter ou diminuer un couple et un régime. Il fallait donc augmenter le couple, diminuer le régime, donc on va regarder quelle est la solution technique qui a été retenue, c'est le système de démultiplication. Un système de démultiplication va nous permettre d'augmenter le couple et de réduire la vitesse de rotation. On va regarder comment. Alors, c'est très théorique, c'est des calculs, donc je sais que vous êtes un petit peu réfractaire à tout cela, mais il va falloir en passer par là pour arriver à comprendre un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi un système de transmission augmente le couple et pourquoi, en même temps qu'il augmente le couple, eh bien, il va réduire le régime de la même quantité que ceux qui ont augmenté le couple. Alors, on va partir d'un vilebrequin. Dans vilebrequin, on va avoir un point A ici qui est le point d'attache de la bielle sur le vilebrequin. Un point O qui correspond donc à l'axe du vilebrequin. Alors je vous l'ai représenté de façon avec le cercle là, en coupe. Ici, on a le point A. Donc, le point de contact qui est sur la trajectoire, le cercle, qui est la trajectoire du point A. Donc, ce point A va tourner autour du point O, dans sa rotation. On va avoir sur le piston une force qui va être exercée, qui est le résultat de la variation de pression au-dessus du piston. Donc, ça va s'exercer sur la bielle au niveau du piston, mais ça va être exactement la même force qui va se reporter en A. Mais ça, on l'avait déjà vu dans les prérequis. Et c'est cette force-là qui va être tangentielle au cercle de trajectoire engendré par A autour de O. Cette force tangentielle va faire tourner le point A autour du point O avec une certaine force et un certain régime. Donc, cette force va générer un couple, et ce couple, c'est la force exercée par la bielle sur le vilebrequin multipliée par la distance entre le point d'accroche de la bielle, donc le maneton, et l'axe du vilebrequin, donc c'est pour nous la distance OA. Ce couple donc va mettre en mouvement avec une certaine force notre vilebrequin. Si sur ce vilebrequin-là, je monte un pignon, ce pignon donc, va être raccordé en haut, donc il va tourner, quand le vilebrequin va tourner, O va tourner de la même quantité que le vilebrequin puisqu'ils sont liés en permanence. Donc le pignon va tourner et on s'aperçoit que ce pignon, il va être en contact avec un autre pignon qui lui est relié à un autre arbre. Donc on a un pignon d'entrée qui est OB et un pignon de sortie qui est DB. Le B étant le point commun, le contact entre les deux pignons. On l'a ici. Donc on a le point D qui est l'axe de sortie et le point O qui est l'axe de l'arbre d'entrée. On a le point B qui est commun aux deux pignons, puisque c'est le point de contact entre les deux pignons. Et on va regarder, on a un couple en C, on a le couple C qui s'applique en O. Donc c'est le couple qu'on a calculé tout à l'heure, ce couple C qui est égal à FP multiplié par OA. Ben, ce couple va s'appliquer toujours sur O et on va faire tourner le pignon. Ce pignon, engrainant l'autre pignon, eh bien, va faire tourner ce pignon-là. On va regarder maintenant avec quelle force et avec quel régime. Alors,
cette force, donc, ce qui va apparaître entre les deux pignons, c'est la force FP, et cette force FP, eh bien, elle est le résultat donc du couple moteur divisé par la distance OB. On l'a ici, divisé par la distance OB, et ça va me donner donc un nouveau couple sur une nouvelle force sur B. Cette force, comme je l'applique sur B, elle va avoir tendance à faire tourner le pignon autour de l'axe D. Et maintenant, je vais regarder combien je recueille de couples sur l'axe D. Ça va, donc je vais recueillir un couple C' qui lui va s'exprimer. C' va égaler F'P que multiplie BD, c'est la distance, donc le rayon de la trajectoire du point B autour de D. Donc, on se rend compte qu'on a BD, la distance de sortie, qui est plus grande que la distance OB, donc plus petite, ce qui veut dire que donc on va avoir le diamètre OB qui est plus petit que le diamètre BD. Ça va impliquer qu'on a le couple C' qui sera plus important que le couple C, et du coup, eh bien, on va avoir un rapport qu'on appelle un rapport de démultiplication A1. Alors, j'insiste sur le A1 parce que nous, les mécanos, on n'a pas le même langage que les scientifiques, et notamment les profs d'AFS, où ils vont parler de rapport de démultiplication. Nous, on va parler de rapport A1, c'est plus simple. Dans les revues techniques, c'est souvent comme cela que c'est exprimé. Donc, ce rapport de multiplication, en fait, va être un rapport entre les deux diamètres. Alors, quand je parle de diamètre, ça peut être également des nombres de dents. On peut avoir un nombre de dents sur le pignon OB et un nombre de dents différent sur le pignon BD. Donc, RA1 égale BD divisé par OB, ça c'est universel. Alors, si on prenait le terme scientifique, celui que vous verrez avec votre prof d'AFS, il vous donnera le contraire. Voilà, il vous donnera le contraire, mais nous, on est toujours en train de regarder combien on fait de tours par rapport à. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un rapport à 1. Pendant que 1 fait un tour, combien fait de tours l'autre? Alors, là, si je prends un exemple où OB égale 10 et BD égale 30, ça peut être des dents, ça peut être des millimètres, ce qu'on veut, peu importe, puisque de toute façon les unités vont s'annuler sur l'opération. Donc on va avoir 30 divisé par 10, on va avoir R à 1 qui est égal à 3. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Bien, ça veut dire que je vais obtenir à la sortie en D un couple qui va être 3 fois supérieur à celui qui était en haut. Donc là, avec un rapport de 3, j'ai multiplié mon couple moteur par 3. Ce rapport-là, donc, va me donner de combien je vais multiplier mon couple moteur pour obtenir un couple en sortie de mon arbre. Donc, j'ai mon arbre d'entrée, mon arbre de sortie. Ici, j'ai un couple C. Ici, j'ai un couple C'. Mais le couple C', du fait des engrenages, eh bien, équivaut à 3 fois le couple C. Ça veut dire que mon rapport de démultiplication, donc mon rapport de dents ou mon rapport de diamètre, était un rapport de 3. En même temps, je vais me rendre compte que quand mon pignon OB fait un tour, eh bien mon pignon BD, lui, ne va faire que 1/3 de tour. Ça va être divisé par 3. Ce qui veut dire que donc, je vais avoir mon arbre de sortie qui va tourner 3 fois moins vite que mon arbre d'entrée, comme on dit le broquin. Voilà comment on arrive très simplement à augmenter un couple et réduire une vitesse. Ça se fait par donc un engrenage, un rapport de diamètre ou un rapport de dents entre les dents de sortie et les dents d'entrée, ou le diamètre sortie ou le diamètre d'entrée, si on est dans le cadre, par exemple, d'un variateur de vitesse. Bon, ça s'appelle, si j'ai la configuration comme ça, j'ai un étage de démultiplication. Retenez bien ce terme étage parce qu'il va être important notamment pour votre exercice que vous aurez à faire en fin de vidéo. Alors on va regarder maintenant comment ça se passe avec plusieurs étages de démultiplication. On a vu nous sur notre moto qu'on avait un premier étage qui était la transmission primaire, après on a un deuxième étage, c'est notre boîte de vitesse, et puis on a un troisième étage, c'est la transmission finale. Voilà. Nous, on a 3 étages de démultiplication, puisque l'embrayage, lui, ne démultiplie pas. Il fait simplement que de laisser passer ou pas. Intégralement, progressivement, mais voilà. C'est de 0 à 100%.
sur notre scooter, eh bien là, on n'aura que 2 étages de démultiplication, puisqu'on aura de la démultiplication qui va être générée par le variateur et une démultiplication qui va être générée par la boîte relais. L'embrayage, lui, comme je vous dis, il faudra passer entre 0 et 100% de tout ça. Alors, on va prendre cet ensemble-là. Le vilebrequin est relié à un pignon qui lui-même est engrainé avec un autre pignon et un arbre. Et puis ensuite, on va avoir un 4e pignon qui, lui, est monté sur l'arbre de sortie qui va être relié peut-être à la roue. Oui, on va dire qu'il est relié à la roue, pourquoi pas. Hein, voilà, il est relié à la roue, c'est fait. Donc, on a le pignon 1, le pignon 2, le pignon 3, le pignon 4. Alors, si je veux calculer le rapport total, il va falloir que je calcule d'abord le rapport du premier étage. Ensuite, je vais calculer le rapport du deuxième étage et je vais multiplier ces 2 rapports. Et la multiplication, le résultat de cette multiplication va me donner le rapport total, c'est-à-dire le rapport, la différence qu'il va y avoir entre le couple moteur et le couple roue, et le régime moteur et le régime roue. Voilà, donc c'est en multipliant, attention, hein, je calcule à chaque étage son rapport de démultiplication, hein, donc je calcule les rapports indépendamment, et une fois que je les ai calculés, eh bien à ce moment-là, et là on l'a vu, hein, c'est diamètre de sortie divisé par diamètre d'entrée, ou nombre de dents de sortie divisé par le nombre de dents d'entrée, et ensuite une fois qu'on a calculé chaque étage, eh bien on va multiplier ces 2 rapports d'étage pour nous donner le rapport total. Donc, si je prends un exemple hein, avec le pignon 1 qui fait 10, le pignon 2 30, le pignon 3 10, le pignon 4 30, ça va nous donner au total 30 divisé par 10, ça c'est le rapport du premier étage, et 30 divisé par 10, ça c'est le rapport du deuxième étage, et ça va nous donner donc 3 fois 3, donc on a un rapport total de 9. Ne vous trompez pas. On n'additionne pas les rapports, on les multiplie. C'est une erreur qui est très communément faite par les élèves. Ils additionnent. On n'additionne pas, on multiplie. Si on additionnait, on a un rapport total de 6 alors qu'il est de 9. Hein, donc, premier étage, je calcule le rapport, j'ai un rapport de 3. Je calcule mon deuxième étage, j'ai également un rapport de 3. Le rapport total, c'est 9. 3 fois 3, 9. Voilà, donc on pourra dire que mon couple de sortie est 9 fois plus grand que mon couple d'entrée. Donc ça veut dire que j'ai multiplié le couple moteur par 9 et j'aurai réduit ma vitesse de rotation moteur par 9 et donc ma vitesse de roue sera 9 fois plus petite que celle de mon vilebrequin. Voilà. Alors, maintenant que vous avez toutes ces informations, ben vous allez faire un petit exercice. Hein. Donc, je vous donne des rapports. Alors, vous avez toujours, quand vous verrez, par exemple, transmission primaire 25-52, 25 est le nombre de dents d'entrée, 52 est le nombre de dents de sortie. Pour tous, ça sera pareil, 20-50, 25-25, 15-47, et ainsi de suite. Donc, vous avez des rapports de transmission. Vous remarquerez que là, on a 3 étages de démultiplication. Contrairement à l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, il n'y en avait que 2. Donc là, vous en avez 3. On va partir sur une base de 7000 tours minute et d'un couple de 150 mètres newton à 7000. Je vous donne la circonférence de la roue arrière, 1,9 mètres, et je vous donne le diamètre de la roue arrière qui est de 0,6. Avec ces éléments-là, vous devez être capable de me calculer le couple et le régime de roue arrière en première, puis en 6e. Calcul donc du couple et du régime de la roue arrière en première et en 6e. Ensuite, je vais vous demander de me calculer la force qui est exercée sur le sol par la roue de la moto en première et en 6e. Et enfin, je vais vous demander de me calculer la vitesse de déplacement en km/h quand on est en première et quand on est en 6e. Je vous donne un petit conseil pour faire cela. Utilisez un tableur Excel, ou Excel ou votre logiciel Open Calcul, je ne sais pas comment ça s'appelle, Open Table, je ne sais pas quoi. Utilisez un tableur, ça peut vous aider à ne pas vous perdre en remettant toutes
tous les critères, toutes les données que vous avez, et ensuite savoir ce qu'il vous faut calculer, donc mettre en place des formules pour pouvoir résoudre ce petit problème. Il va y avoir beaucoup de calculs, donc je vais aussi évaluer votre ténacité à réussir un exercice. Il est très simple, je vous le dis de suite, il est très simple, mais il vous demandera de vous concentrer pour pouvoir réussir. Vous avez tous les éléments dans le cours qui vont vous permettre de pouvoir réussir cet exercice. Je compte sur vous. Voilà, vous me rendrez cela dans le drive qui est prévu à cet effet, et toujours pareil, le document que vous me rendrez sera au format PDF. Merci, à très bientôt et bon courage.